Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon vlog sur l'Australie à l'occasion du voyage que j'ai réalisé à l'été 2017. Dans cet épisode 2, nous allons rallier Adélaïde depuis Melbourne après un peu moins d'une heure de vol. Le temps était plutôt clair au décollage, mais il est extrêmement pluvieux à l'atterrissage et heureusement nous n'avons pas prévu de découvrir la ville. Nous ne sommes là que pour reprendre une voiture et nous rendre à notre prochain lieu d'étape. Je ne vous en dis pas plus sur ce lieu d'étape, je tiens à vous garder la surprise parce qu'il est vraiment magique. Il est donc 11h30 lorsque nous nous mettons en route et c'est pour moi une grosse découverte puisque c'est la première fois que je vais rouler à gauche et en plus en boîte automatique. C'est donc un gros moment, mais surtout un gros moment de stress. On va passer par un petit call histoire de faire quelques achats de provisions parce que là où nous nous rendons, il ne va pas y avoir grand chose pour faire nos courses. Après une vingtaine de minutes, une fois sur la voie rapide et une fois qu'on a quitté la ville, je commence à prendre mes marques, à m'habituer à cette conduite à gauche et à pouvoir jouer un petit peu avec les options de la voiture, le régulateur, tout ça. Et ensuite, une fois que ce moment sera passé, en fait, tout le reste de la conduite à gauche va se faire extrêmement bien pendant toutes les vacances. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir à quel point notre cerveau est capable de switcher extrêmement rapidement de la conduite à gauche à la conduite à droite et inversement, puisque j'ai très vite repris mes réflexes de savoir par où les gens arrivaient, de quel côté regarder, etc. C'était assez chouette en fait de vivre cette expérience et comme c'était une première, je pensais pas que j'y arriverais aussi bien et que c'était aussi facile de passer de l'un à l'autre. Donc notre Hyundai Veloster, ce n'est pas un placement de produit, c'est juste qu'on était très surpris parce que c'était pas la gamme de voitures qu'on devait avoir, c'était une gamme en dessous qu'on devait avoir normalement, doit nous mener à Cap Jervis où un ferry nous attend pour faire une traversée. Nous faisons donc une petite halte sur un point de vue assez magnifique pour manger un bout. Même s'il y a du vent et que la température est un peu light, franchement le point de vue est superbe. Tellement superbe et tellement absorbé par la beauté du lieu que je n'ai pas pensé ni à faire de photos, ni à faire une vue au drone. Donc voilà, vous allez devoir me croire sur parole. À Cap Jervis, on y arrive un petit peu plus tôt que prévu. Et en se renseignant, le ferry nous dit qu'on peut traverser plus tôt parce qu'ils ont une place de libre encore sur la traversée précédente, ce qui va nous éviter d'attendre à peu près 1h30 la rotation suivante, et donc ça c'est quand même plutôt cool puisqu'on va arriver plus tôt et pouvoir prendre connaissance du lieu vers lequel on va beaucoup plus tôt. Le personnel est au top pour guider lors du chargement et ça optimise les places de façon absolument impeccable, c'est assez incroyable comment ils arrivent à charger ça. Et sur la traversée, le temps pluvieux nous permet d'avoir un très bel double arc-en-ciel complet. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa aussi, même si j'ai pas pu le prendre en photo, puisque le matériel photo était resté dans la voiture, et que pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de retourner au niveau des voitures pendant la traversée. On arrive aux alentours de 15h, on sent que le jour ne va plus durer très très longtemps, on prend donc possession de nos chambres, et on va découvrir la bourgade de notre lieu d'arrivée qui est Penecho, puisque nous sommes arrivés sur Kangaroo Island. Et Kangaroo Island, autant dire que c'est un lieu vraiment très particulier et à part. Elle est un peu à part déjà parce qu'elle est extrêmement grande et qu'il y a plein de moments où vous n'allez pas vous sentir sur une île, vous avez vraiment l'impression d'être sur un continent. En effet, elle fait 143 km de long et entre 6 et 53 km de large. Autant dire que quand vous êtes sur une partie qui fait 53 km de large et 100 ou 120 km de long, clairement quand vous êtes au milieu, même en prenant de la hauteur avec le drone, vous voyez que des terres à perte de vue, vous n'avez pas du tout l'impression d'être sur une île. C'est vraiment l'île, elle est fat quoi, elle en impose et elle est à l'échelle du pays et de la grandeur de l'Australie. On a prévu d'y rester 2 jours complets, donc 3 nuits sur place, et c'est vraiment pas... Il faut vraiment pas moins pour pouvoir profiter de ce lieu vraiment magique. Et pourquoi magique aussi ? Parce qu'il y a énormément de faune qui est présente sur place, mais ça on va y revenir. Et donc Penecho, c'est petit, vraiment, mais c'est quand même vachement attachant. On va au bar du village, on y prend une bière, quelques frites et on se pose au coin du feu, tranquillement. Parce que dans le secteur où on a pris l'hôtel, là, il n'y a pas vraiment grand chose à faire et à découvrir, surtout avec la nuit qui est déjà tombée très rapidement. Et franchement, ce petit moment au coin du feu, il est le bienvenu parce qu'il commence à faire un peu frisquet quand même. Comme je vous le disais, on est en hiver à cette période de l'année dans l'hémisphère sud. Et c'est vraiment le bienvenu de pouvoir se réchauffer. On a vraiment intérêt à être couvert parce qu'il fait déjà frais et en plus il y a le vent qui souffle puisque sur l'île en fait le vent est quasi permanent. Dès le lendemain, très tôt, on prend la route parce que en fait, on a décidé de traverser l'île pour commencer à l'autre bout de l'île. Comme les jours sont assez courts, on démarre avant même que le petit déjeuner ne soit servi à l'hôtel et on se casse direct.
pour se rendre à Remarkables Rock, dans la réserve naturelle de Flinders Chase. Et donc c'est vraiment au ponant de l'île, hein. On a à peu près 2 heures de route, puisque les vitesses y sont limitées pour éviter qu'il y ait trop de percussions animales avec les voitures des automobilistes. Puisque, comme je vous le disais, en fait, Kangaroo Island, c'est une grosse réserve pour la faune. Il y a énormément de populations de kangourous, de wallabies, de choses comme ça, et de plein d'autres animaux, hein. Et donc les vitesses sont limitées, et la présence de l'homme aussi, hein. Il y a assez peu d'habitants permanents sur l'île, il n'y a pas vraiment de gros centres urbains sur l'île non plus. Et ça permet vraiment de préserver l'île pour que ce soit le plus cool possible pour les animaux en fait qui vivent ici en totale autarcie depuis vraiment des millénaires. L'écosystème a vraiment été protégé parce que les 13 petits kilomètres d'océan Indien qui séparent l'île des côtes, puisque oui, on est effectivement, si on regarde les cartes, dans l'océan Indien à cet endroit-là, eh bien, ces 13 petits kilomètres ont permis d'éviter toute importation d'espèces exogènes. Et l'île a vraiment trouvé une stabilité dans son écosystème, c'est-à-dire que la prolifération des animaux sans avoir aucun prédateur, eh bien il y a eu une autorégulation des populations qui fait qu'ils vivent vraiment très bien, en totale harmonie, et que même sans prédateurs, eh ben il n'y a pas besoin en fait, il n'y a pas de surpopulation des kangourous, des wallabies, ça ne détruit pas l'habitat. Il y a vraiment un équilibre qui s'est créé et qui a réussi à être maintenu dans cette partie, puisqu'on n'a pas importé de chats, on n'a pas importé de lapins, de choses comme ça qui détruisent les écosystèmes partout ailleurs sur le continent. Donc clairement la route elle est quasi déserte, hein. On va y croiser absolument personne ou presque. Par contre on va y croiser beaucoup de cadavres d'animaux qui montrent que malgré les limitations de vitesse, la faune étant tellement présente que le peu d'activité humaine qu'il y a arrive à tuer pas mal d'individus. Les fourmilières sont absolument énormes, à tel point qu'en les voyant la première fois, j'ai cru que c'était des termitières. En fait, non, c'est juste des fourmis qui sont grosses comme la première phalange de mon pouce. C'est juste impressionnant. À croire qu'elles aussi ont essayé de se mettre à la taille du pays qu'est l'Australie pour pouvoir survivre et le coloniser. On croise aussi nos premiers kangourous, dont certains qui sont en train de se foutre la pâtée, de se battre. Et c'est assez impressionnant, vraiment. C'est violent, c'est puissant, et on sent que quand ils se collent des claquasses, voilà, c'est des bonnes claques, quoi. On sent qu'il y a du muscle et que ça y va, quoi. C'est vraiment, c'est surprenant. On prend également connaissance de panneaux relativement atypiques pour nous Français, parce que nous, on a plutôt l'habitude de voir des panneaux avec des cerfs ou avec des vaches. Et on fait rapidement connaissance avec aussi des animaux, une partie en tout cas des animaux qui sont indiqués sur ces panneaux, mais aussi avec beaucoup d'autres animaux, la faune étant extrêmement riche. Remarkables Rock est une constitution rocheuse extrêmement atypique, et effectivement quand on arrive par une route qui surplombe un petit peu la côte. On a de la verdure mais en mode maquis corse, puisque le vent est tellement violent et permanent que il n'y a pas de végétation très haute qui arrive à pousser à cet endroit-là de l'île. Et vous avez ce point là comme ça, marron, au milieu de rien, qui sort de la verdure, qui vient frapper l'œil et qui ne peut pas du tout ne pas être remarqué. Et donc en fait c'est une formation de granit remontée en surface uniquement sur cette portion de l'île. Et les vents, les embruns et les vagues qui battent l'île à longueur d'année, en fait, sont venus ciseler et sculpter les rochers pour leur donner leur aspect qui est vraiment incroyable. Faut bien le dire. Et en plus, cette couleur, donc, elle est due à l'oxydation de la pierre, et donc on a une couleur vraiment orangée très caractéristique, et qui en plus varie selon l'ensoleillement, ce qui fait qu'en fonction de la période de l'année et de la météo, ça va passer d'un truc un peu marronasse à un truc orange extrêmement vif, et donc vous pouvez revenir plusieurs fois sur un tel site et avoir l'impression de le redécouvrir parce que les couleurs et donc les sensations seront différentes. C'est également l'occasion pour moi de voler un petit peu au drone, puisqu'à part 3 touristes asiatiques, on est absolument tout seul, pas une autre voiture à l'horizon, personne, et ça va me permettre aussi de tester donc la résistance au vent, puisque le vent souffle quand même pas mal, de mon Phantom 3 Pro, qui se débrouille plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des sacrées bourrasques que j'étais même pas sûr de pouvoir décoller, et en décollant un petit peu à l'abri pour qu'il reste stable au moment du décollage quand il prend ses premiers mètres, après une fois qu'il est en l'air, il arrivait plutôt bien à compenser le vent qu'il y avait, puisque le vent en plus était assez régulier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rafale, il n'y avait pas de bourrasque, c'était un vent quasi permanent en fait, on avait l'impression qu'il y avait un immense ventilateur qui nous soufflait sur la gueule en permanence, mais ça restait constant, et donc il s'en est plutôt bien tiré, ça m'a permis de faire une très belle vue panoramique que vous pouvez découvrir. Ensuite on se rend à Admiral's Ark, qui abrite une colonie d'otaries de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande étant pas si loin que ça de l'Australie. Le site est superbement aménagé, ce qui vous permet de profiter du spectacle des animaux sans qu'il ne soit possible de les déranger. Et ça, je trouve ça super bien, parce que ça leur fait un vrai havre de paix où ils savent qu'ils peuvent venir en toute sécurité.
Vous allez comme ça pouvoir déambuler autour d'eux, mais ils gardent vraiment un espace de tranquillité. On assiste à des jeux dans l'eau, au milieu des vagues qui viennent s'écraser sur les rochers. Ici, je regrette mon 600 mm, forcément, puisque j'ai dû le laisser à la maison pour des raisons de poids dans les bagages, et donc je suis obligé de shooter au 200 mm. Quelques conseils néanmoins, si vous voulez faire ce type de photo, je vous conseille de vous mettre en mode manuel pour régler l'exposition, parce que sinon avec l'eau et qui est très blanche, il y a un peu de soleil à cause de l'écume que forment les vagues, vous risquez très vite d'être en sous-exposition et de pas vraiment bien voir votre image. Et je vous conseille également d'être en focus manuel, parce que les mouvements d'eau risquent des fois à certains moments de faire des étendues un peu blanches, un peu laiteuses. Votre autofocus risque d'avoir du mal à accrocher, de patiner et de vous faire rater vos images. Voilà, donc un autofocus manuel, vous fermez pas mal pour avoir une belle profondeur de champ, vous faites votre mise au point manuel à cet endroit-là, et puis après c'est bon, on y va quoi. Et ensuite, une fois que vous avez fini de parcourir donc cette zone aménagée et que vous arrivez au bout du circuit prévu, eh bien vous arrivez donc sur l'Admiral's Arc, qui est une formation rocheuse totalement naturelle, qui a été façonnée par l'eau et par le mouvement de la pierre, et qui est vraiment superbe, quoi. Ça fait vraiment une arche comme ça en pierre assez sublime avec des stalactites, etc. Vraiment très 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 chouette. Et ce qui est marrant de noter aussi, c'est que le lieu où on se trouve quand on va voir cette arche, c'est le cap du Couedic. Et avec son phare, clairement, entre le cap du Couedic qui sonne breton et le phare qui fait breton, eh ben on a vraiment l'impression d'être en Bretagne, sauf qu'on est vraiment à l'autre bout de la planète, à 16 000 km de là, et voilà, je trouvais que c'était marrant à noter. On décide ensuite de partir, après avoir mangé sur le pouce dans la voiture, à Platypus Waterholes Walk, qui est accessible via des pistes en terre qui sont plutôt peu adaptées à notre voiture. Néanmoins, en roulant ou pas, ça se fait bien, il faut juste slalomer un petit peu entre les trous, et si vous slalomez correctement, le bas de caisse n'a pas de raison de toucher. À la sortie du parc naturel de Flinders Chase, on a une odeur d'eucalyptus qui nous prend le nez, qui est vraiment impressionnante. C'est pour ça que je l'ai pris dans mes petites notes de voyage, parce que c'est des choses dont on n'a pas l'habitude en fait. Avec l'humidité ambiante, la fraîcheur et cette odeur qui nous prend le nez, c'est vraiment enivrant. On y croise encore quelques kangourous qui sont assez peu craintifs aussi sur le chemin, puisqu'il suffit d'ouvrir sa fenêtre, de prendre son appareil photo, de lui tirer le portrait, le truc il vous regarde, il mange tranquillement, il n'en a rien à faire. On sent vraiment que c'est vous qui êtes l'invité et qu'il est vraiment chez lui. Et c'est très bien comme ça au final, parce que voilà, on sent que la faune peut quand même se développer librement et n'est pas chassée, n'est pas maltraitée et n'a absolument pas peur de l'homme, puisque l'homme ne lui fait jamais rien ou presque. Quand on arrive à Platypus Waterholes Walk, eh bien c'est un secteur hyper boisé avec divers bassins dans lesquels les platypus, donc les ornithorynques, ont été réintroduits par l'homme. Et comme les ornithorynques ne sont pas des prédateurs, ils ne sont pas venus ruiner, on va dire, l'écosystème global. On découvre en même temps, pendant qu'on est sur le site, pas mal d'animaux et de végétaux qui méritent quand même un petit détour. On sent vraiment qu'on n'est pas du tout en Europe, et des proof of fire, comme ils appellent ça. Donc ces proof of fire, en fait, c'est pour garder dans les esprits le feu qui a eu lieu dans les années 2000 et qui a failli dévaster complètement l'île et son écosystème. Il y a eu un très très gros travail de remise en place de la faune et de la flore a posteriori. Et donc en fait, ils laissent quelques troncs calcinés comme ça à certains endroits, pour que les gens se souviennent de ce qui s'est passé, du risque que ça a fait courir à l'île et à son écosystème hyper particulier, et donc les gens soient attentifs et n'aillent pas jeter un mégot en plein milieu de l'été quand c'est hyper sec pour redéclencher un feu. Voilà, ils laissent ces preuves de ces proof of fire, comme ils disent, donc pour alerter des gens et que ça interpelle, quoi. Et malheureusement, malgré beaucoup de patience, beaucoup d'attente sans bruit, sans parler, sans bouger, etc., on ne verra en ornithorynque qu'une statue en bronze posée là pour dire que c'est le Platypus Park. Mais malheureusement, on n'en verra pas en vrai, ils ne seront pas sortis et on repart un petit peu frustré. On aura quand même l'occasion de voir quelques champignons avec des formes très atypiques et que je n'avais, à ma connaissance, en tout cas, jamais vu dans nos contrées. Et disons que c'est une maigre consolation, mais que c'est une consolation quand même. On fait ensuite une halte en sortie de parc pour manger un bout et acheter quelques souvenirs, et là il nous donne encore un petit numéro pour aller nous asseoir à table et nous retrouver ensuite pour le service. Et c'est là qu'on percute qu'en fait ça a l'air d'être réputé ici. Quand on avait pris un chocolat et un gâteau sur Melbourne, on nous avait déjà donné un numéro pour la table, on s'était dit que c'était le fonctionnement de ce lieu-là, mais en fait c'est quelque chose qu'ils utilisent énormément en Australie, voilà, donc faut pas être étonné, ils vous donnent un petit panneau avec un numéro, et comme ça ils notent en fait telle commande c'est pour tel numéro, et quand ils doivent vous servir, ils cherchent votre numéro, ils n'ont pas besoin de retenir votre tête.
fait. Donc voilà, c'est bon à savoir si vous voyagez. Le soleil ne tarde pas trop à se coucher, il est temps pour nous donc de nous rendre à notre hôtel. On va faire une dernière balade qu'on va finir en mode nocturne puisque le soleil se sera couché beaucoup trop vite. L'hôtel est en pleine nature avec un superbe terrain, une forêt d'eucalyptus, etc. C'est juste magnifique. La chambre est spacieuse, super propre, super belle, et on va y passer une excellente nuit pour profiter de notre journée du lendemain. Le lendemain, on commence la journée en faisant une première halte à Vivon Bay, l'occasion pour moi de réaliser quelques très jolies vues aériennes. En effet, le coin est encore désert, il n'y a quasiment personne, et le petit parking où je m'arrête est un superbe lieu de décollage pour faire des superbes images. Ensuite, on se rend à Seal Bay Conservation Park, qui abrite la plus grande colonie permanente de lions de mer au monde. Il y a pas moins de 500 individus qui logent ici en permanence. Là encore, le site est superbement aménagé, de manière à ce que vous puissiez profiter du spectacle de tous ces animaux, sans risquer de venir les déranger outre mesure, ce qui fait qu'ils sont comme ça chez eux, ils se sentent bien, ils se sentent à l'abri, et ils peuvent y revenir régulièrement sans avoir peur d'y être embêtés. Il y a également un squelette de baleine à bosse qui trône là-dedans. Donc il me semblait petit pour une baleine à bosse, mais en fait en se renseignant on s'est rendu compte qu'en fait c'était un baleineau qui s'était perdu lors d'une migration au large des côtes et où il y avait eu une grosse tempête et donc il avait été rabattu par la tempête et ils ont décidé donc de laisser ce squelette ici pour le montrer et que ça fasse un point d'intérêt supplémentaire. On fait ensuite route sur Emu Bay où je peux faire encore quelques vues puisque la plage est totalement déserte. La plage qui va aussi nous offrir des très beaux spécimens à regarder en termes de coquillages, en termes d'éclats de corail, en termes d'éponges, voilà, et même un os de sèche particulièrement imposant qui laisse à penser que même les sèches se sont mises à l'échelle australienne. Emu Bay est pour le coup par contre beaucoup plus civilisé que Vivon Bay. Il y a des maisons, il y a des voitures, il y a un parc pour que les enfants jouent, on sent qu'il y a quand même des habitants en permanence sur place. On fait ensuite route vers Kingscote où on va devoir passer la nuit et on découvre des étendues marécageuses dans le secteur. Ce qui fait qu'au final, quand on liste un petit peu tout ce qu'on a pu voir comme paysage sur l'île depuis qu'on y est arrivé, c'est absolument déconcertant. Vous avez donc des marécages, vous avez des lacs, vous avez des forêts, vous avez des prairies, vous avez des vallons avec des champs, y compris des champs de lavande, vous avez des belles plages, vous avez des zones beaucoup plus escarpées où vous avez des grandes falaises qui se jettent dans l'eau, des rochers, etc. Bref, on a un peu l'impression que l'île, c'est un condensé de tous les paysages qu'on peut retrouver, ou presque. Il y a guère que la montagne et la haute montagne, en gros, qui ne sont pas sur l'île, quoi. Ça sera aussi l'occasion pour moi de voir mon premier pélican, puisque je n'en avais jamais vu en vrai, et un autre oiseau bizarre dont j'ignore le nom, donc si vous êtes un peu passionné d'ornithologie et que vous le connaissez, n'hésitez surtout pas à l'indiquer dans la description. Et on s'en était déjà un petit peu rendu compte, mais on se demandait si c'était juste le secteur qu'il voulait quand on était à Melbourne. Mais en fait, on se rend compte qu'ici, les gens continuent de se dire bonjour. Donc que ce soit un détour quand vous marchez pour faire une balade, que vous allez reprendre votre voiture sur le parking après la balade, que vous remplissiez votre coffre sur le parking d'un supermarché après avoir fait vos courses, vous avez spontanément les gens qui vous disent « Hello, how are you ?» Et voilà, pour eux, c'est naturel et c'est régulier. Et on se rend compte que ce bien vivre chez eux, ça en fait partie et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment en France. En France, quand quelqu'un vient vous dire bonjour, vous avez tendance à vous méfier parce que vous vous demandez ce qu'il va vous demander ou ce qu'il va vouloir de vous. Ici, non, ça fait vraiment partie du fonctionnement normal. L'hôtel que nous avons pour la nuit offre une vue absolument magnifique sur l'océan et on en profite également pour aller faire un petit tour dans le petit patelin du coin, acheter quelques souvenirs encore une fois et on en profite pour se prendre à manger. On trouve un fish and chips dans une station-service où on décide de faire le plein aussi. Et il est méga bon en fait, alors qu'on s'attendait pas à un truc sensationnel. Et on se rend compte en fait après en allant sur Google Maps que en fait le truc est super bien coté, qu'il y a presque des gens qui font la traversée pour venir chercher un fish and chips ici, et qu'on a vraiment bien fait de le goûter à cet endroit-là, quoi. Le lendemain matin, il est temps de repartir pour Pennechaut, où le ferry nous attend pour nous ramener à Cap Jervis. Et Cap Jervis où le vent soufflait extrêmement fort et où je n'ai pas réussi à faire une vue correctement stabilisée au drone pour pouvoir vous offrir un spectacle de l'endroit. Mais donc par rapport aux photos et aux quelques images avec les hélices que vous voyez, essayez de vous imaginer ce que je voulais faire. Je voulais décoller à la verticale en fait depuis l'héliport qui était au sol pour que ça fasse vraiment on décolle en hélico.
Ensuite, contourner le phare pour ensuite faire découvrir le relief, puisque ça monte très très vite depuis le Cap Jervis, avec toutes ces éoliennes alignées là. Et voilà, je trouvais que la vue était superbe, mais j'ai pas réussi à faire le mouvement que je voulais à cause du vent qui était vraiment trop fort et qui là pour le coup soufflait en rafale et déstabilisait beaucoup trop le drone. Quoi qu'il en soit, Kangaroo Island, ça a été vraiment magnifique, absolument mémorable, superbe. La découverte d'une nature sauvage qui était un moment vraiment particulier. Malgré, il faut quand même le dire, un vent permanent, fatigant. Franchement, vous arrivez à la fin de la journée, avoir le vent dans la gueule en permanence, ça fatigue littéralement. L'île offre vraiment des spectacles, donc il faut absolument que vous alliez profiter si vous allez en Australie, parce que c'est vraiment un endroit magique et à part. La journée étant à peine entamée quand nous rallions Cap Jervis, on décide de faire un détour imprévu avant de rallier Adélaïde, et donc on se rend à Port Victor. Sur la route, on découvre aussi un panneau qui me donne l'occasion de parler encore un petit peu de la vie locale, qui indique qu'un gros pick-up Ford, type à l'américaine, comme on pourrait dire, coûte ici en gros 50 000 $. Et quand on regarde leur salaire moyen, qui est beaucoup plus élevé que le nôtre, on se rend compte qu'en gros, c'est comme si nous on achetait une simple Laguna, et ça explique aussi ce niveau de vie assez élevé, et ces très grosses voitures que l'on voit un peu partout, et qui contribuent à cette atmosphère un peu particulière et un peu à l'américaine. Mais donc revenons-en à Port Victor, qui n'était donc pas au programme. On était en forme, on avait le temps, on s'est dit que c'était dommage de perdre une partie de la journée en restant sur Adélaïde, comme on n'est pas trop ville, et qu'il était plus sympa d'aller dans un endroit qui avait l'air d'être chouette. Donc l'endroit est vraiment superbe, et en plus la météo est vraiment avec nous ce jour-là. On a un grand soleil, un beau ciel bleu, un fond d'air qui est très doux malgré le vent, et donc on peut vraiment en profiter de la plus belle des manières. Port Victor est aussi connu pour sa réserve naturelle marine qui abrite régulièrement des baleines à bosse, qui ont bien compris qu'elles étaient en sécurité à cet endroit-là. Et donc on va se renseigner à l'équivalent de l'office de tourisme du coin pour savoir un petit peu s'il y a des baleines qui ont été vues. Malheureusement on est déçus parce qu'ils nous disent que les dernières ont été vues il y a plusieurs heures et que depuis on leur en a pas signalé d'autres. Parce que bien évidemment, étant des êtres vivants, ça bouge, ça se déplace, et donc en fait ils essayent de répertorier les moments où des gens en voient, mais vous n'avez pas de garantie qu'il y en ait au moment où vous allez y aller. On va donc faire le tour de la fameuse presqu'île de Port Victor, donc presqu'île artificielle, puisque c'est un pont en bois qui relie l'île en fait à la terre. Et vous pouvez y accéder soit à pied, soit avec un tramway tracté par des chevaux, si le cœur vous en dit. Le tour à pied de l'île se fait en environ une petite heure, et comme elle est une bonne centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, elle vous offre des très très beaux panoramas en fait. Et avec ce joli soleil et cette mer bleue, franchement c'était vraiment très très chouette. Et il y a aussi un genre de granit en fait, vous avez un peu l'impression d'être sur la côte de granit rose, sur la côte nord-bretonne en fait. C'est vraiment assez sympa parce qu'on a vraiment l'impression de reconnaître un petit peu, et en même temps la végétation et la faune est différente, et donc c'est la même chose mais en différent. C'est assez particulier comme sensation. On décide après de reprendre la route, même si on n'a pas vu du tout de baleines et qu'on est vraiment déçus. Et avant de reprendre le chemin d'Adélaïde, je décide de retourner sur une rue à droite, choisie totalement au pif et par hasard. Simplement parce que le GPS nous montre que la mer est sur notre droite, et je me dis tant qu'à faire, autant tenter le coup en fait. Et on arrive sur un parking avec un belvédère, on voit des gens avec des gros téléobjectifs à cet endroit-là, et quand on monte sur le belvédère, on aperçoit une baleine à bosse avec son baleineau qui est en train de nager à quelques encablures de la plage. Donc là encore, forcément, je regrette mon 600 mm. Je me dis que je vais voler un petit coup au drone, et qu'en restant à une très belle altitude, ça me permettra de pas les gêner, mais de pouvoir aller faire quelques images. Sauf que Laetitia m'interdit de décoller, elle veut être sûre que je ne dérangerai pas les baleines, même si en étant à 300-400 mètres d'altitude, il n'y a aucune raison qu'on m'entende, puisque dès 40-50 mètres, on n'entend plus du tout le drone. Mais bon, voilà, donc je ne décolle pas, et je dois me contenter des images au 200 mm. Cependant, faut bien avouer que le spectacle quand même, de voir ça de ses yeux avec cette baleine et ce baleineau, est absolument superbe, et qu'on regrette vraiment pas d'avoir fait ce petit détour avant de repartir. On s'en délecte pendant une bonne grosse heure, puisque la baleine et son baleineau se déplacent très très lentement, elles prennent vraiment leur temps, et c'est vraiment très chouette à regarder. Et ensuite on reprend la route. Sachez également, si le cœur vous en dit, que à proximité de Port Victor, vous avez le Coorong National Park, qui offre un lieu assez atypique, puisque vous avez un très 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 long bras d'eau douce qui reste isolé de la mer par une formation de rocheuses sur plusieurs kilomètres. On n'a pas pu nous y rendre faute de temps, mais de ce qu'on en a vu, ça a l'air d'être quand même plutôt beau, et donc ça peut être éventuellement un point d'étape à rajouter sur votre checklist.
On dort donc sur Adélaïde, où on fait un petit tour à pied et quelques courses. C'est l'occasion pour nous de voir qu'il y a aussi ici beaucoup d'art urbain. Mais comme j'ai laissé le matériel photo à l'hôtel parce que c'était pas prévu, que je voulais juste aller faire des courses et chercher de quoi manger, et ben au final je pourrais pas vous montrer d'image de ce qu'on en a vu. À noter aussi qu'on s'est arrêté dans un petit bar et qu'on a pu découvrir le foot australien, puisqu'on n'avait pas encore compris à Melbourne que c'était du foot australien dont on avait vu la sortie, c'est en se renseignant après qu'on l'a compris. Et voilà, ça a été une découverte pour nous, puisque je connaissais pas du tout le foot australien avant d'en voir des images à la télé dans un pub, de me rendre compte que ça ressemblait un peu au rugby, mais qu'ils n'avaient pas l'air d'y jouer de la même manière, et de me renseigner pour comprendre quel était ce sport. Nous voilà donc arrivés au terme de ce deuxième épisode de ce vlog sur l'Australie, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas également à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo, mais aussi donc voyages qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye. Route sur le parking. Putain, je l'ai raté de peu.